Ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais peut-être commencer à présenter les différents représentants, comme ça ne prendra pas du temps sur la table ronde effective. Je demanderai juste, même si je pense que vous avez tous l'habitude de bien garder le micro, voilà, collé. Bon. Grégory Margoline, donc vous êtes avocat depuis 18 ans au barreau de Paris et de New York, associé fondateur du cabinet Perspective. Cabinet donc qui est pluridisciplinaire en droit des affaires, et vous êtes responsable du département IT, Data et Cyber. Donc vous conseillez les entreprises sur leurs problématiques juridiques liées à des projets informatiques, leur conformité et la réglementation. Sur la protection des données à caractère personnel, donc assistance, on dirait, différentes directions juridiques en qualité de DPO externalisé. Sur la cyber, donc on parlera de NIS 2, DORA, etc. Et l'IA sur le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Vous êtes également membre du collège juridique du collectif pour les acteurs du marketing digital, donc le CPA. Marine Broglie. Bonjour à tous. Vous êtes associée au sein du cabinet Grant Thornton France, on vous en dirait un peu plus, après avoir dirigé donc, les services juridiques des géants comme L'Oréal ou Ikea. Marine a pris le virage de l'entrepreneuriat en 2015 en fondant DPO Consulting, un cabinet de référence qui a rejoint récemment, très récemment, Grant Thornton en mars 2026. Donc aujourd'hui, Marine est experte incontournable de l'IA Act, du RGPD et d'éthique numérique. Donc vous accompagnez notamment la stratégie IA des grands comptes comme AXA, Pierre Fabre, tout en transmettant la vision aux étudiants de l'Université Paris-Dauphine et de Schema. Raphaël Marichaise. Alors, donc vous avez occupé des responsabilités en cybersécurité dans les opérations en système d'information à l'échelon central de l'État pendant 10 ans. On s'est d'ailleurs rencontrés. Vous avez notamment été en charge de la cybersécurité du ministère de l'Intérieur, puis du réseau interministériel de l'État auprès du Premier ministre. Vous êtes également réserviste de la Marine nationale en sortie de l'école polytechnique et Télécom Paris. Donc vous avez commencé une carrière en cybersécurité il y a à peu près 18 ans en tant que consultant en cyber offensif. Et vous avez été bénévole dans le numérique pour différentes associations, dont Gen2 Linux, dont vous avez été responsable de l'équipe sécurité. Vous avez rejoint Palo Alto en 2020 en tant que directeur de sécurité régional pour accélérer la transformation cyber des grandes entreprises et des organisations publiques en France, en Europe du Sud. Et vous conseillez les équipes de direction pour partager la vision de cyber de Palo Alto Networks. Merci, bonjour Sandrine, bonjour Séverine, bonjour à tous. Alors, Lionel Stein, donc vous êtes arrivé au sein du groupe La Poste en 95, donc vous avez contribué à développer les systèmes d'information dans différentes entités du groupe, Géopost, Colipost, Télinstrand, etc., en France à l'international. En 2012, vous êtes devenu DSI de Colissimo, acteur leader du colis de service des e-commerçants. Et en 2016, vous avez été promu DSI de la branche service courrier colis de La Poste, et pour en organiser la transformation digitale au service des facteurs. Donc, vous avez été élu également DSI de l'année 2019. Donc, vous avez rejoint BPI France en juin 2020. Vous avez pris en charge la DSI de la Banque publique d'investissement, qui était en pleine crise sanitaire durant la crise sanitaire du Covid-19, durant laquelle la résilience de BPI France a été démontrée. Vous déployez l'agilité à l'échelle safe et transformez le système d'information en s'appuyant sur l'architecture, le cloud, la cybersécurité. Vous portez une vision client et data center. Alors, on reprend le titre de la table ronde. Donc, patrimoine informationnel, nouveaux défis face au Shadow IA. Donc, merci à tous les quatre. Donc, on le voit déjà à travers les différents parcours, cybersécurité, souveraineté, conformité, vision, prospective. Finalement, vous adressez tous un même sujet sous des angles différents. Alors, pas forcément en opposition, mais qui seront certainement complémentaires. Donc, cette zone grise qu'est le Shadow IA n'est ni totalement interdite, ni totalement contrôlée. Donc, ce qu'on va aborder sur cette table ronde, c'est le passage en fait d'un risque perçu au risque réel, à la rupture du modèle jusqu'à une réflexion presque philosophique sur le savoir et la transmission lui-même. Donc, quand on parle de Shadow IA, on pense immédiatement à la fuite de données via des prompts, mais c'est vraiment là que se situe aujourd'hui le principal risque pour le patrimoine informationnel. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se tromper de menace, et le fantasme de la fuite, est-ce qu'il ne masque pas justement une transformation plus profonde? Là, ça va être une table ronde un petit peu inhabituelle, c'est-à-dire que je laisse libre le cours
à chacun qui veut intervenir pour rendre quelque chose plus vivant plutôt que ça soit très télémétré, les uns derrière les autres. Alors, qui veut prendre la parole? Marine? Oui, je me lance. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, je pense que c'est une partie de la menace, c'est celle qui est la plus visible, hein. Évidemment, on pense à je poste un CV, un fichier avec des informations confidentielles de collaborateurs, je mets ça dans ChatGPT ou dans n'importe quel LLM. Grand public, et puis finalement on a de la donnée qui ressort, et c'est un peu le stress de toute entreprise. Je pense que ce sujet-là de je fais un copier-coller et en fait ça va me ressortir l'information, il a été vrai un petit peu au début. La menace est à mon sens un petit peu en train de changer. On a eu des cas, hein. On a eu le cas de Samsung qui l'année dernière avait fermé d'un seul coup du coup tous les accès à des outils de ce type, en se disant qu'en fait ils avaient une fuite de code de ce type-là chez Samsung. Mais en réalité, je trouve que maintenant la menace elle a un peu changé. On a le cas, là, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, de Microsoft qui a eu une fuite sur Copilot, pas la semaine dernière mais le mois dernier, où en fait on s'est aperçu que malgré tous les engagements de segmentation, de fermeture des accès, finalement, Copilot pouvait avoir accès, par exemple, à des emails qui étaient marqués comme étant sensibles pour entraîner le modèle et donc du coup fournir des réponses de ce type-là. Donc en fait, pour moi, le sujet est un peu en train de changer, c'est-à-dire que c'est pas de l'information pure et dure qui va être retranscrite et sortie, c'est que finalement, comme le modèle apprend et a un certain nombre de toute l'inférence qui a été générée par le modèle, en fait finalement elle va pouvoir ressortir et on va récupérer de l'information de façon beaucoup plus diffuse en interrogeant le système, mais pas directement avec des fuites d'informations confidentielles. Presque plus de l'information presque stratégique en fait. Grégory, vous voulez intervenir? Merci, c'était très limpide et je partage tout à fait le point de vue de Marine. Alors c'est mieux comme ça, je pense. Je vais accepter ma casquette d'avocat, de juriste, et peut-être déjà, pour tout le monde, rappeler de quoi on parle et définir ce que c'est que le Shadow IA. Donc, je sais que vous n'êtes pas venu là par hasard, mais peut-être qu'on aura d'ailleurs une définition différente entre nous, et ça pourra être intéressant. Nous, on a une vision assez large de ce que c'est que le Shadow IA. C'est-à-dire que c'est lorsque un employeur, une entreprise, ne maîtrise pas l'utilisation qui est faite de l'IA par ses salariés ou par un intervenant, un prestataire qui va agir, travailler pour ses besoins propres. Et nous, on le voit au sein de notre cabinet que c'est extrêmement répandu, des salariés qui vont utiliser soit un IA qui est interdit, donc un IA public, mais pas que. Parfois, on a des salariés à qui on va dire vous devez utiliser telle ou telle IA, mais qui vont se dire en ce moment c'est Claude qui est un peu à la mode, on parle que de lui en ce moment. Ils vont se dire moi je préfère Claude, du coup je vais souscrire cette IA avec mon compte perso et je vais y introduire des informations qui sont confidentielles, des données stratégiques, des données à caractère personnel. Et c'est ça qui va mettre en danger l'entreprise, parce que le patrimoine informationnel, qui est la deuxième partie de la thématique de cette table ronde, ça recouvre la valeur en fait de l'entreprise, la valeur que ce soit les actifs immatériels, la propriété intellectuelle, les données stratégiques, les données confidentielles, le savoir-faire, les données à caractère personnel. Donc le scope est assez large et on voit qu'aujourd'hui, depuis j'ai envie de dire presque plus d'un an où on parle extrêmement d'IA, les sociétés sont un peu en retard par rapport à l'utilisation qui est faite par leurs salariés. Et l'objectif aussi de cette table ronde, c'est de vous donner les clés pour pouvoir encadrer cette utilisation un peu sauvage qui est faite de l'IA. Raphaël, tu voulais peut-être casser un peu les idées reçues? Oui, non, je suis assez d'accord avec Marie. Merci pour les propos introductifs sur les modèles et comment ça fonctionne. Shadow AI, c'est quand même un sujet de ciseaux. Je suis ciseau moi-même, mais je pense que les ciseaux surestiment l'importance du risque réel du Shadow AI dans l'ensemble de la panoplie des risques de l'IA légitime. Vous avez évoqué ce défaut de comportement de Microsoft Copilot dans un usage parfaitement légitime et pas du tout Shadow. C'est un exemple de safety, de manque de sûreté. Pour autant, c'est pas nouveau l'usage non régulé des outils numériques par les salariés. Je pense que c'est nécessaire, enfin en tout cas quand je parle de Chief AI Officer, c'est nécessaire aussi pour susciter l'innovation.
on est obligé de laisser une zone de liberté. Moi, je suis favorable à laisser des zones de liberté. Après, les DSI, Lionel, vous nous direz, les DSI que je rencontre me disent plutôt, à condition que je gouverne correctement les données, le Shadow AI n'est pas vraiment un sujet puisque je maîtrise l'accès aux données. Je pense qu'il y a un sujet, effectivement, est-ce qu'on permet aux salariés de faire n'importe quoi en dehors du champ informationnel de l'entreprise. C'est un peu le sujet de la table ronde. Mais moi, je parle aussi aux DRH et aux directeurs financiers de l'entreprise qui me disent mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il y est dans l'usage d'outils IA parfaitement légitimes, mais dont je ne maîtrise pas les bornes, dont je ne maîtrise pas le scope. Et par exemple, moi, ce qui m'inquiète quand je parle à une DRH, me disait la raison pour laquelle je ne veux pas déployer cet assistant de chatbot en interne pour aider les salariés à comprendre leurs fiches de paye ou déposer leur congé, c'est parce que moi, j'ai peur qu'un salarié accède à la fiche de paye d'un autre salarié ou accède à l'adresse physique d'un autre salarié pour lui envoyer des fleurs ou pour lui envoyer des menaces de mort avec la responsabilité potentielle de l'employeur sur quelque chose qui n'est pas du tout shadow, mais qui est un usage détourné ou non prévu d'outils d'IA parfaitement légitimes. Lionel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, moi je trouve ce thème-là, on va parler des sujets techniques, etc. En fait, c'est une très bonne nouvelle qui est du Shadow AI, parce que ça veut dire qu'il y a de l'AI dans les entreprises. Donc je vous dis juste pour ça, parce que nous on est convaincus chez BPI France que les entreprises qui ne vont pas utiliser IA sont des entreprises qui seront sans doute un peu en danger dans un monde qui est un petit peu darwinien autour de ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est qui mesure son Shadow AI. Donc d'après moi, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont aujourd'hui déployé des éléments de SASI ou d'autres, il y a d'autres façons de le faire, etc. Et donc en fait, aujourd'hui, nous, on a les stats qu'on a, donc je suis aussi administrateur du SIGREF et je suis notamment là à ce titre-là, c'est qu'aujourd'hui, on voit que le Shadow AI est quelque chose qui est un phénomène qu'on connaissait, qui était le Shadow IT, mais avec un déploiement qui est massif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'à peu près, donc alors c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas des stats encore vraiment, mais c'est à peu près 60% de vos équipiers qui font du Shadow AI, avec 3 niveaux de Shadow AI, en grosso modo. C'est soit des gens qui utilisent leur terminal pro perso, ou perso, donc tout court, donc pour faire un certain nombre de choses autour de ces éléments-là. Je ne sais pas, vous avez remarqué, moi j'ai de plus en plus d'experts dans mes équipes. Tout le monde est expert de tout, donc là, et ça c'est plutôt bon signe, hein, on aime bien. Donc là. Le sujet qui est derrière ces éléments-là, hein, c'est toujours l'appréciation du niveau de risque. On connaissait le risque au niveau du Shadow IT. Sur le Shadow AI, c'est un point qui fait que dans la révolution de l'IA qui est en train de vivre dans nos entreprises, il ne faut pas sous-estimer la valeur de notre capital informationnel. Aujourd'hui, je pense que la valeur, et on le dit, c'est un peu, je dirais, porte ouverte, mais aujourd'hui, les données sont quand même ce qui est le plus précieux dans nos entreprises, je dirais, face à cette révolution-là. Il y a aussi un sujet qui est aussi important, c'est la connaissance. Donc, on parlera de ce sujet-là aussi sans doute. Ce qui est aussi important, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je veux bien que mes équipiers soient augmentés. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils me disent comment il est augmenté et qu'ils le disent et qu'ils le partagent. C'est une question de confiance et je dirais presque de sociologie de nos organisations. Mais je vais être pas plus long, je pense qu'on va rentrer dans ces sujets-là. Oui. Et Lionel, peut-être pour rebondir sur le sujet de l'innovation, et je pense qu'effectivement le Shadow AI est nécessaire en termes d'existence pour susciter de l'innovation et donc développer des cas d'usage pas forcément anticipés en top-down de l'IA, donc ça c'est super. Pour autant, vous avez évoqué la difficulté à révéler ces usages. On commence à avoir des outils techniques, par exemple des navigateurs d'entreprise qui voient les prompts, qui voient les outils d'IA qui sont utilisés, même quand c'est des extensions de browser, de navigateurs, qui intègrent sans le dire des accès à des IA. Donc technologiquement, il faut commencer par révéler, par éclairer les usages du shadow, les sortir de la zone de l'ombre. Si on veut faire ensuite de la bonne gouvernance des usages d'IA légitimes, j'ai pas de définition, mais je prendrai l'exemple. Par exemple, récemment, ce militaire sur le port d'avion Charles de Gaulle qui a fait fuiter de l'information de manière ponctuelle en utilisant cette application sportive que tout le monde connaît maintenant, révélant la position, mais révélant la position d'un porte-avions qui de toute façon est une masse de 40 000 tonnes qui se voit depuis la Lune et de manière en plus asynchrone. C'est pas grave d'un point de vue opérationnel, il n'y a aucun impact opérationnel. Par contre, ça dénote un comportement indélicat, anormal, c'est un problème certainement d'indiscipline. Donc il faut commencer déjà par comprendre ça, et pour ça il faut le révéler, il faut l'éclairer, parce que si ça se systématise, si ça devient systémique, là il peut y avoir un impact opérationnel. Et sur la fuite de code dans les modèles grand public, effectivement, je vais aller très vite, mais c'est pas un prompt avec du code source d'entreprise qui va permettre à
internaute de récupérer le code source d'origine dans le prompt d'origine. Ça n'existe pas. Moi, je prends l'analogie d'une goutte Pas d'eau encore. salée. À l'état de l'art, ça n'existe pas. Déjà, il y a des millions d'utilisateurs qui font la même chose. Je vais plutôt prendre l'analogie. Un modèle, c'est une représentation statistique, numérique, d'un grand ensemble d'entraînements. Il faut voir ça comme une surface d'argile molle dont la hauteur, dont les creux, les pics, les vallées, représentent des poids, donc des valeurs numériques. Un modèle, c'est exactement ça. On aura pré-entraîné ce modèle pour qu'il représente un relief. Et on va le fine-tuner par l'injection de prompts d'utilisateurs. Mais comme je disais, c'est un utilisateur parmi des millions. On va le fine-tuner, c'est-à-dire qu'on va venir apposer avec ses mains des pressions locales sur cette surface d'argile molle pour remodeler à la marge les reliefs du modèle, les poids du modèle. Imaginez qu'il y a 1 million d'utilisateurs qui font la même chose en même temps. Ce n'est pas possible que mon empreinte de main, qui va être noyée dans la masse, soit retrouvée, soit extraite ensuite. Si je prends l'exemple de la goutte d'eau salée que je mets dans un lac d'eau douce, la goutte d'eau se disperse, le modèle apprend d'un échantillon, un échantillon parmi des millions. On ne peut pas récupérer le sel de la goutte d'eau initiale dans un lac parce que ça a été complètement noyé dans la masse statistique. Et il y a des attaques plus sérieuses en observation des interfaces web, ce que vous évoquiez, où je vais réentraîner un modèle, où je vais reproduire une propriété intellectuelle, mais je n'ai pas besoin d'avoir accès à la donnée source en fait. C'est juste en observant le comportement de votre site web. Comment ? Oui, tout à fait. Bon, on parlait du risque de fuite au risque de reproduction. Donc, en effet, le véritable danger est peut-être pas forcément juste la fuite d'informations, mais une reconstruction. Donc, qui peut rendre justement obsolète la notion même d'avantage informationnel. En parlant de patrimoine informationnel, on parle encore de comment on peut redéfinir aujourd'hui le patrimoine informationnel d'une entreprise à l'ère d'une IA générative. Est-ce qu'encore de la donnée, du savoir, des processus? Et ce patrimoine, est-ce qu'il est encore protégeable ou simplement temporaire? Qui veut? Ouais, je prends. Et juste à la fois pour répondre à la question et faire le lien avec ce qui a été dit avant, je pense qu'effectivement, reproduire le code, etc., sur ces sujets-là, c'est pas forcément les enjeux gérés majeurs. On voit par contre avec l'arrivée de l'IA agentique, qu'il y a des nouvelles capacités qui sont exposées. Et notamment, et je vais revenir sur la partie informationnelle et le patrimoine de l'entreprise. Effectivement, ce qui nous mobilise beaucoup, c'est d'éviter nos fuites de données, donc notamment des données ou des services, parce qu'on peut exécuter aussi des services qu'on expose donc à travers des agents. Et l'arrivée de la l'IA agentique est là-dessus un sujet qui, d'après moi, pose de nouvelles problématiques. Le sujet, par exemple, du prompt injection sur certains agents qui vont crawler le web, par exemple, vont récupérer un prompt dans une page qui a été malheureusement mis là, pas par hasard, et qui demande à l'agent de faire un certain nombre d'activités. Donc, lors du crawling de cette page-là, c'est aujourd'hui des choses sur lesquelles il y a des niveaux de protection qui commencent à arriver, peut-être, mais en tout cas, nous, on n'en a pas encore vu de suffisant par rapport à cette problématique-là. Et aujourd'hui, je pense que vous avez tous entendu parler là, des 2,3 milliards de mots de passe de Gmail volés par le bot qui était over Salesforce, donc sur ce sujet-là. Donc, vous voyez que c'est pourtant les entreprises qui peuvent expérimenter sur le sujet, c'est des choses qui sont arrivées. Et aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent encore arriver autour de ce sujet-là. Ça, c'est un premier sujet sur attention sur les fuites de données. Et derrière, on a des sujets aussi de conformité qui sont un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, que je voulais qu'on évoque. C'est-à-dire que globalement, si vous êtes dans certains secteurs régulés, il faut que vous puissiez rendre compte donc de l'auditabilité, de la traçabilité de ce que font vos employés. Et aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui fait quelque chose, mais qui est hors de vos systèmes, de vos logs, voilà, on a tous des puits de logs depuis des années, les nouveaux puits de logs, donc voilà, on a tous besoin sans doute aussi de guardrail, on a sans doute tous besoin de proxy LLM pour gérer tous ces éléments-là. L'idée, c'est d'avoir la visibilité de ce qui est fait. C'est pas forcément de tout interdire, parce que non, nos entreprises ont besoin d'être innovantes et d'avoir, mais c'est-à-dire il faut mesurer ces éléments-là, et c'est donc des nouvelles surfaces, je dirais, soit de conformité, donc soit de régulation qu'il faut gérer autour de ces sujets-là. Et si je peux me permettre de compléter ce que vous disiez, en préambule, vous disiez que c'était plutôt une bonne chose
que les salariés utilisent l'IA. Et effectivement, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais de toute façon, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Il faut prendre le train en route. Mais c'est vrai que sans faire l'avocat rabat-joie, nous, on voit le revers de la médaille et on voit à quel point les sociétés se retrouvent en difficulté lorsque leur responsabilité peut être engagée, lorsque des outils d'IA sont utilisés contrairement aux règles qui ont été définies en entreprise. Les risques sont multiples. Déjà, vous êtes en dehors des clous potentiellement de la réglementation si vous y avez intégré des données à caractère personnel. Le RGPD peut venir réguler et vous pouvez être sanctionné par la CNIL si jamais il y a une fuite de données à caractère personnel. Le risque peut être aussi contractuel, c'est-à-dire que si jamais vous êtes un sous-traitant et votre client vous a confié des données, qu'elles soient à caractère personnel ou pas, et il s'avère qu'un de vos salariés a utilisé un outil d'IA, un agent IA de manière non conforme, et qu'il résulte de cette utilisation, par exemple, une fuite de données, ça c'est des cas que nous on voit tous les jours et qu'on traite au sein de notre cabinet. On a même eu un cas il n'y a pas si longtemps que ça où un salarié s'était amusé à travailler une base de données d'un client pour faire de la classification, pour faire une analyse d'une campagne publicitaire. Il a utilisé un outil d'IA qui était pas autorisé par l'entreprise. Et il s'avère que son compte Chrome s'est fait hacker. Donc le hacker a eu accès au mot de passe du salarié. Il a eu du coup accès à sa messagerie. Il a eu accès à l'outil d'IA. Il me semble que c'était Claude, je suis plus sûr. Et lui, il avait intégré tout le fichier avec toutes les données à caractère personnel, les noms, les prénoms, les emails. Le hacker a vendu les données qui sont retrouvées sur un site qui s'appelle Bridge Forum, qui je crois a été fermé récemment, mais le mal a été fait. Et en fait, c'est même le client qui a averti notre client du fait que ces données étaient vendues sur le web parce qu'il y avait une belle pub sur X comme quoi il y avait une vente de données. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec notre client qui peut voir sa responsabilité engagée, ses factures qui sont impayées parce que son client ne veut plus payer parce qu'il considère, et là on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, qu'il y a une fuite de données qui résulte d'un manquement de son sous-traitant. Comme vous le savez ou pas, il faut notifier à la CNIL lorsqu'il y a une violation donnée dans les 72 heures. Donc ce n'est pas au sous-traitant de le faire, mais au responsable de traitement. En tout cas, on reçoit en ce moment on a pas mal d'échanges avec ce client. On sent bien qu'il se prépare à engager notre responsabilité si jamais il était amené à subir un autre préjudice que celui qu'il a déjà subi, qui est réputationnel, parce que c'est passé dans les journaux. Mais si jamais il venait à être sanctionné, il viendrait rechercher la responsabilité de notre client. Marine ? Oui, peut-être pour compléter, en fait, je trouve que ce genre de problématique, on l'avait déjà avec le Shadow IT. C'est pas nouveau, des fuites de données. Même leur échelle n'a pas forcément beaucoup augmenté avec l'intelligence artificielle, enfin, à mon sens. En revanche, la question que vous posez sur le patrimoine informationnel, je pense que c'est une question qui est vraiment structurante. Parce qu'à l'époque, en fait, il suffisait de protéger la donnée pour protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise. En fait, là, en protégeant juste la donnée, finalement, on ne va pas nécessairement protéger toute la stratégie de l'entreprise, toutes les ambitions. En fait, ne serait-ce que par raisonnement, en récupérant un certain nombre d'informations à droite et à gauche, on va pouvoir reconstituer toute cette information. Donc pour moi, le patrimoine informationnel, se décale. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste sur la data. Avant, c'était les fichiers, effectivement, un fichier avec des données clients, un fichier avec les ventes, enfin des données stratégiques de l'entreprise. Là, en fait, ces fichiers-là, même sans les mettre publiquement dans un modèle grand public, en fait, on peut, par raisonnement, avec toutes les informations qui auront été publiées sur Internet et l'analyse à grande échelle de toutes ces informations-là, on va pouvoir retrouver toutes ces informations. Donc pour moi, le patrimoine informationnel, il va falloir trouver un autre moyen de le protéger, peut-être d'ailleurs qui se décale, peut-être que ça n'est plus seulement la data, mais aussi tous les processus métiers, peut-être la vision stratégique de l'entreprise. À mon sens, on décale la définition du patrimoine informationnel de l'entreprise et donc
les moyens potentiels de le protéger. Finalement, je réfléchis tout, mais le patrimoine informationnel, c'est une inférence sur les informations brutes. Et avec l'IA, on arrive à faire de l'inférence sur des données qui sont exposées. Lionel parlait de Indirect Prompt Injection, qui en fait va exploiter des interfaces qui sont légitimement rendues accessibles. Sauf que le système va faire quelque chose avec ces informations qui va porter atteinte soit en reproduction, soit en altération de notre patrimoine informationnel. Et là, ça révèle bien, je pense, une révolution qu'on a franchie en cyber. Jusqu'à présent, la cybersécurité, c'était quand même, désolé, je vais être hyper caricatural, mais c'était verrouiller un coffre-fort dans lequel se trouve la data, parce qu'on sait que la data, elle est là, à un endroit donné. La data at rest. Et je la protège avec des barrières autour. Enfin, un peu caricatural, mais aujourd'hui, la data, elle est rendue accessible pour des raisons, ne serait-ce que de valorisation de la data. C'est ce que cherchent à faire les Chief Data Officers en entreprise, c'est leur job. Cette data, elle est en permanence accessible. On l'a vu avec Copilot et ce que vous évoquiez au début. Cette data, elle est en permanence en flux, en mouvement. Et moi, aujourd'hui, la cyber, à l'ère de l'IA, c'est plus protéger la data at rest, c'est contrôler ce que les systèmes font des informations auxquelles ils accèdent et qu'ils manipulent. On est dans l'acte. Le fond, c'est un acte, c'est une action. C'est pas juste l'accès à de la donnée, c'est pas juste une question de fuite. Si on n'a pas changé de paradigme, on va se planter en matière de protection des valeurs de l'entreprise à l'ère de l'IA. Je rebondis là-dessus. Je pense que ce qu'on a à gérer aujourd'hui, c'est des accès légitimes qui sont nécessaires et utilisés notamment demain par nos agents, donc au sens agentique, mais c'est une déviance de ces éléments-là. Ça, c'est le premier point. Et pour revenir sur le patrimoine informationnel, je crois qu'à l'ère de l'IA agentique demain, si on va dire qu'on est des entreprises qui sont AI à scale, ou certains disent des entreprises AI natives, on va s'apercevoir que certes, on a besoin des données, mais on a surtout besoin de nos connaissances. J'appelle la knowledge AI readiness. Et en fait, aujourd'hui, paradoxalement, ce qu'on est en train de faire avec cette révolution, c'est d'écrire des choses qui étaient, je dirais, dans la conscience, dans le non-dit, etc. Et donc, on est en train de mettre, je dirais, sous forme de connaissances, parce que si demain, on veut que nos agents travaillent avec notre culture, avec notre façon de travailler, avec, je dirais, nos process, il va falloir lui donner tous ces éléments-là. Et ces éléments-là, c'est quand même une partie cœur de nos entreprises. Donc là, et ça, c'est quand même à la fois important de les structurer et sans doute demain de les faire utiliser par nos agents, mais à la fois demain de le protéger. Donc, sachant que demain, cette même patrimoine informationnel de processus, faudra absolument, c'est un enjeu en tout cas nous qu'on regarde beaucoup, c'est comment former nos jeunes, donc à cette expertise informationnelle de nos métiers. Et il faut aussi que ce capital informationnel aide à accélérer la formation des jeunes avec sans doute des IA donc autour de ces lois. Et on voit bien que le périmètre de ce qu'on est en train de traiter, et d'ailleurs la valeur de ce qu'on est en train de traiter est en train de changer, je dirais, quelque part d'échelle. Et c'est tout ça que révèle quelque part cette logique de Shadow IT, mais qui est en fait, ou de Shadow AI, qui arrive, c'est l'importance de l'IA dans nos modèles économiques de demain. Et comment les protéger, c'est quelque chose qui devient de plus en plus complexe, donc vraiment, et avec des attaques de nature, je dirais, presque, on connaissait les attaques de type intelligence, je dirais, informationnelle sur nos entreprises, donc vraiment, sauf que là, c'est possible d'être fait à très large échelle et avec un contenu qui a beaucoup plus de valeur. En effet, on va aller même, ça rejoint presque une dimension philosophique, où on se pose la question, est-ce que le savoir devient extérieur à l'humain? Est-ce que la mémoire collective, la transmission, et on passe de sécurité presque à une stratégie globale pour gouverner quelque chose qui est presque invisible et diffus, qui est relié par le Shadow AI. Du coup, on a répondu à pas mal de points. Je me disais, si on repassait sur la propriété intellectuelle, est-ce que c'est pas un cadre justement un peu dépassé? Et nos cadres juridiques sont encore adaptés, sont-ils encore adaptés face à des IA qui sont capables de reproduire sans forcément copier? Et donc, est-ce qu'on peut protéger un savoir qui peut être construit? Et est-ce qu'on va vers une redéfinition de la propriété intellectuelle? En fait, je pense que cette question qu'on a un peu construite ensemble, elle vient d'un papier qui est paru dans Zero Resistor il y a quelques semaines, après qu'un développeur d'une bibliothèque logicielle Python qui s'appelle Chardet, a complètement recréé from scratch, de zéro, en termes de code, la bibliothèque logicielle, par inférence, avec une IA bien sûr, par inférence du comportement, pour reproduire un code qui fait fonctionnellement des choses similaires,
mais avec un taux de correspondance avec l'ancien code de 1,7%, je crois, ce qui lui fait dire qu'il se sent totalement libéré de la propriété intellectuelle du code précédent. Et donc ça pose vraiment la question de la pérennité dans la durée de la propriété intellectuelle, sachant, là on parle de code source, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres sujets aussi, si on est capable de reproduire fonctionnellement des corpus documentaires qui font la même chose, mais sans être capable de prouver la matérialité de l'héritage par rapport à la propriété intellectuelle du dataset précédent. Raphaël, d'ailleurs, on va continuer. Comment est-ce que la cybersécurité peut-elle évoluer face à un risque qui ne repose plus sur l'exfiltration, mais sur de la reconstitution? Ça, c'est une question que j'ai quand même mis du temps à trouver comment y répondre. Je parlais tout à l'heure de la cyber à l'époque des fuites, où c'était finalement beaucoup de safety, enfin inadvertance, indiscipline, un sujet de conformité qu'il faut quand même qu'on éclaire. La cyber à l'ère de l'IA, c'est contrôler des systèmes avec des guardrails. Il y a déjà des guardrails qui sont embarqués dans les modèles génériques accessibles au grand public pour empêcher, alors, plus ou moins, avec plus ou moins d'efficacité, pour empêcher un agent IA ou un assistant IA de devenir raciste, par exemple, mais ça marche pas très très bien. Dans un cadre professionnel, il faut mettre en place ces pare-feux IA, ces guardrails IA, supplémentaires pour des usages professionnels parce qu'ils touchent à l'action de l'entreprise et à des risques qui se matérialisent de manière très concrète, comme un assistant IA auprès des clients qui va halluciner et vendre des produits qui n'existent pas. On se rappelle tous, surtout les juristes, de cette jurisprudence sur Canada Airlines qui a été obligé par le juge d'honorer une promotion commerciale qui n'existait pas en vrai mais qui a été hallucinée par son chatbot. Donc on est sur des risques qui sont réels. Il y a les sujets de délit d'initié dans les entreprises d'investissement financier. Est-ce que les traders ont le droit, on leur donne le droit d'utiliser des trading assistants par IA pour les aider à prendre des décisions? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire d'un point de vue risque de délit d'initié? Bon. Donc il faut penser risque métier et gouverner les systèmes d'IA. D'ailleurs, on parle d'agents, mais en fait, je préfère parler de système parce qu'un agent vient jamais seul. C'est souvent plusieurs agents qui sont chaînés. Moi, il y a 3 points, pour répondre à la question, il y a 3 points qui sont hyper importants si on veut gouverner ces systèmes d'IA. Maîtriser l'identité et les privilèges qui sont confiés à ces outils. Deuxième point, c'est maîtriser le périmètre, le scope, qui est donner en autorisation à ces outils. Quand on voit Copilot qui va chercher des informations, des documents qu'il n'est pas censé aller chercher, ça veut dire qu'il y a un désalignement entre le scope qu'on a pensé et la réalité de l'outil. Et le troisième point, qui est sûrement plus difficile, c'est maîtriser le défaut d'alignement. Alors, le défaut d'alignement, c'est un sujet que les AI scientists connaissent, mais que les gens de la cybersécurité ne savent pas trop ce que ça veut dire. C'est s'assurer que l'agent ou que le système, en termes de contexte d'utilisation, va bien faire l'action pour laquelle il a été conçu, et pas une action parce qu'on lui donne de l'autonomie qui sera décalée par rapport à ce que l'humain a pensé. L'humain est quand même responsable, puisqu'on donne des incentives à l'agent pour faire des actions, mais peut-être que dans le respect de ces incentives, parce que les incentives ont été mal codés, l'agent va faire des choses qui seront désalignées par rapport à ce que l'organisation, entreprise ou administration a pensé au début. Donc c'est ces 3 sujets, identité, frontière, borne on va dire, et contexte qu'il faut valider. Sur les 2 premiers, je pense qu'on a de quoi faire. Sur le 3e, on est encore en stade de la recherche. Marie. Bon, comme vous voulez. Allez-y. Vas-y Marine, et ensuite. Alors, juste peut-être pour rebondir sur, parce que je trouve que c'est intéressant, la semaine dernière, il y a eu un papier de l'ANSSI sur la définition de la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle. Et la première fois, enfin, quand j'ai vu le papier, je me suis dit, tiens, pourquoi on se pose la question de la cybersécurité pour tous les ingés du sujet? C'est quand même toujours la même chose, c'est je protège un système. Et en fait, je m'attendais à ce que le papier embarque tous les sujets de supervision d'un système et effectivement de surveillance, parce qu'il n'y a que dans l'évolution des résultats métiers que va donner un système d'intelligence artificielle qu'on va voir les dérives, les biais, donc par exemple du prompt injection, si on prend l'exemple le plus simple, qui est clairement, je mets plein de pouces moins quand la réponse était positive et puis j'en mets plein de plus quand la réponse était négative, et petit à petit le modèle dit un certain nombre d'inepties, et en tout cas se trompe.
Ce genre d'attaque, qui n'est pas vraiment une attaque du système en lui-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'intrusion dans le système par définition, du coup, pour l'ANSSI, n'est pas considéré comme une attaque cyber. C'est une deuxième couche qui vient s'ajouter et qui s'ajoute sous le terme safety. Et en fait, cette safety, je pense qu'il faut qu'elle soit vue, et elle nécessite, peut-être que ça va d'une façon plus large répondre à d'autres questions, elle nécessite d'être vue dans le cadre d'une gouvernance organisée de l'entreprise. C'est-à-dire que pour trouver le Shadow AI, en fait, il faut se poser la question des processus, des cas d'usage, des données qui y sont associées, et puis, parallèlement à ça, du coup, gouverner l'ensemble et s'assurer. Ça veut dire mettre en place des KPI de suivi sur tous les systèmes et des KPI qui sont liés métier cyber. C'est-à-dire que si je vois un système d'intelligence artificielle dont l'objectif est par exemple de traiter des candidatures RH pour du recrutement, si on voit que petit à petit on a une certaine typologie de la population qui est discriminée, il y a probablement une problématique de prompt injection, il y a probablement une problématique pas juste de données d'entraînement, il peut y avoir d'autres problématiques d'attaque qu'on ne verra jamais avec les mécanismes de surveillance qui sont habituellement ceux en place, à mon sens. Et donc c'est forcément sur une supervision mixte métier, ça nécessite de casser des silos qui sont là depuis des années, de désenclaver complètement le métier de la cyber pour le rendre transverse au métier et complètement lié au métier, à mon sens. Lionel, vous vouliez ajouter, et après j'ai une question également pour vous. En fait, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'on a la velléité, donc, dans nos organisations, de mettre ce que j'appelle des agents autonomes. Alors pourquoi ces agents autonomes? Parce que ce que j'appelle des agents qui ne seraient pas autonomes, j'appelle ça human in the loop. Ça serait un gros problème, je dirais, d'acceptation par nos équipiers. Si vous voulez que nos équipiers deviennent des validateurs de oui/non, de choses qui ont été faites par des agents en leur disant est-ce que tu valides ou pas, on ne va pas y arriver globalement. Donc il faut effectivement donner de la délégation à ces agents. Et ça pose le mot qui a été posé, qui est la position de la gouvernance de l'IA. Donc pour faire ça, pour donner et déléguer à des agents autonomes demain, donc pour avoir des entreprises qui exploitent de plus en plus de process qui seront opérés par des agents autonomes, il faut effectivement 3 niveaux de gouvernance, et vous allez voir, tout ça est très lié à un nouvel type de cybersécurité qui va devoir allier à ces éléments. Déjà, demain, probablement qu'on aura 4, 5, 6 agents donc autonomes par équipier. Donc demain, la DRH, elle gère que un quart de nos effectifs, donc globalement avec plein d'agents autonomes autour de ces sujets-là. Ces agents autonomes, il faut pour autant qu'il y ait des responsables. Ça, c'est un point qui a été évoqué. Tu l'as évoqué aussi, ces agents, il va falloir qu'ils aient une identité. Donc là, il va falloir qu'on leur dise qu'ils ont le droit ou pas de faire. C'est-à-dire que la gestion des habilitations, des droits et des usages, il faudra qu'ils soient supervisés, monitorés, donc pour savoir s'ils dérivent, s'ils vont faire des choses, je dirais, qu'on n'aurait pas prévu de faire. Et donc tout ça, ça nécessite qu'en plus on puisse le reporter à des vrais humains qui en ont la responsabilité. Comme une DRH, donc nos agents vont être des employés qui vont être recrutés, qui vont apprendre, on y reviendra sans doute sur l'aspect connaissance, mais à un moment donné, il faudra les virer. Donc au sens, ils seront devenus obsolètes et devront être gérés. Vous savez que la gestion de l'obsolescence dans les systèmes d'information, c'est pas un petit sujet. Donc là, et donc il y a toute une nouvelle gouvernance qui vont nécessiter d'avoir des outils complémentaires à ces éléments-là. Et bien sûr, il va falloir qu'on traite, gérer le comportement de ces agents autonomes. Et là-dessus, je pense qu'on ne va pas y arriver, vu le nombre, s'ils sont 4 fois plus nombreux que nous, sans de l'automatisation pour les contrôles. Donc nous, dans les banques, on a ce qu'on appelle la conformité des contrôles de niveau 1, 2, on a 3 lignes de défense. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes, donc qui sont aujourd'hui des vrais humains, donc qui vont regarder ce que font tous les humains dans nos organisations. Donc voilà, demain, on ne va pas y arriver sans ce type de technologie. Et vous savez que les agents, donc l'IA est une technologie qui est non déterministe, parce qu'elle est par définition probabiliste, globalement. Et je suis assez persuadé, mais là, il y a beaucoup de sujets qui arrivent. Donc, il y a l'INRIA qui sort des papiers assez intéressants sur ce sujet-là, qu'il va falloir qu'on mette des outils de contrôle qui soient sans doute des beaux rule-based, donc grosso modo des outils totalement déterministes qui vont devoir contrôler ces éléments-là. Et c'est sans doute une nouvelle forme de cyber-gestion de l'information, donc cyber-gestion du comportement, parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que oui, on a fait beaucoup d'éducation de nos équipiers. Moi, j'ai du phishing qui explique ce qu'il faut faire, pas faire. Donc voilà, demain, il va falloir l'expliquer à nos agents, sans doute avec des agents qui vont
contrôler ce qu'on a à faire. Et cette même acculturation qu'on a fait avec les phishing de masse qu'on fait tous les matins quand on envoie pour piéger quelque part nos équipiers, pour leur dire, t'as vu, faut que tu saches que ça veut dire faire un phishing en pas phishing, il va falloir faire la même chose sur nos agents. Et ça, si vous voulez, c'est un nouveau champ d'application qui arrive, qui est quand même très récent. Donc ça va passer à l'échelle très vite. La particularité de cette révolution, c'est la vitesse. Donc voilà, faut s'y préparer maintenant parce que ça va débouler fort. Grégory, en complément. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Lionel, c'est là où l'IT, j'ai envie de dire, et le juridique travaillent main dans la main. Quand vous parlez de gouvernance, où il faut associer la DSI, le DPO, la direction juridique et les métiers, comme vous disiez, Marine. Et il faut effectivement mettre en place des systèmes de contrôle pour savoir ce qui est fait. Et c'est là où va entrer en jeu aussi le droit social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourra pas, en tout cas, sanctionner un salarié s'il a fait une mauvaise utilisation d'un outil informatique ou d'IA, si déjà il n'a pas reçu la sensibilisation, parce que la loi, le Code du travail impose à l'employeur de sensibiliser les membres de son personnel. Le RIA, qui s'applique au fil de l'eau, en tout cas prévoit déjà depuis le mois de février 2025, donc ça fait 1 an, l'obligation pour les entreprises de sensibiliser les membres de leur personnel lorsque des outils d'IA sont mis à leur disposition. Et donc oui, évidemment, il faut mettre des outils de contrôle, même si ça peut paraître insuffisant, mais en tout cas, on ne peut pas les mettre s'il n'y a pas eu une sensibilisation, une information de la part des employeurs vis-à-vis de leurs salariés. Ça passe par des chartes IA. On en parle beaucoup, mais parce que ça permet de rendre opposables d'éventuelles sanctions de salariés. Pour que ce soit opposable, il faut que ce soit annexé au règlement intérieur ou au contrat de travail du salarié. Et je pense que la cyber, elle doit d'ailleurs alimenter l'attribution de responsabilités dans ces modèles de gouvernance. Enfin, le risque aussi, c'est de trop déléguer à l'outil et de un peu se laver les mains de la responsabilité en diluant, en disant c'est la faute du chatbot, c'est la faute de l'agent. Mais en fait, l'agent, comme il n'a pas de personnalité humaine, il va bien falloir que le juge se prononce un jour. Et nous, en cyber, fondamentalement, et Lionel, tu as complètement raison, c'est observer le comportement finalement. Et on a jusqu'à présent trop observé le comportement du réseau et maintenant il faut qu'on observe le comportement de ces identités. Tu évoquais un ratio de 4:1 entre les agents et les humains et c'est sûr que ça va exploser. Nous on observe déjà identité machine tout compris, les certificats X509, les tokens RSA multifacteurs. On observe déjà un ratio de 80:1 entre l'identité machine et l'identité humaine. Donc clairement la gouvernance d'identité elle va devoir se faire aussi avec les algorithmes, pour pas dire des gros mots avec les IA. Et cette identité qu'on confie à des agents IA, faut quand même se rappeler qu'ils ont la discipline d'un niveau stagiaire, ces agents IA. Ils dorment pas, ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les privilèges qu'on leur donne, ce sont des privilèges exorbitants. Donc est-ce que vous tolérez des stagiaires en route qui travaillent 24/7 sur vos données ? La réponse est évidemment non, et il est urgent de se doter de gouvernance et d'outillage pour, à l'échelle et à la bonne vitesse, gouverner tout ça. Et pour faire le lien entre l'aspect connaissance, vous avez vu temps réel, volume de données, volume d'interactions qui vont exploser sur le sujet. Donc tout ça, c'est beaucoup de ressources qui vont à faire. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est, messieurs les cyber défenseurs de nos organisations. Donc il y a Franz Regul qui est dans la salle, qui est mon directeur cyber chez BPI France. Donc voilà. En fait, ce qu'on lui demande en ce moment, moi, ce que je lui demande, c'est d'écrire, je dirais, ses connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour que ces contrôleurs d'IA fonctionnent, il va falloir qu'ils aient des connaissances des équipes de cyber pour qu'ils puissent opérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces éléments-là. Et il va falloir qu'on dise ce qu'on fait ou pas. Pour info aussi sur le réglementaire, je demande la même chose à mes juristes, mes cadres de conformité, avec une vraie difficulté. Vous savez que la loi, il y a beaucoup de jurisprudence.
Et les IA, elles n'aiment pas, notamment si on met des IA, ou en tout cas des systèmes informationnels déterministes pour contrôler des IA non déterministes, faut-il encore que les règles de droit et de conformité soient univoques. Donc voilà. Donc il faut voir qu'on apprenne à écrire ces choses-là. Hein, et ça fait le lien avec ce qu'on évoquait sur la connaissance. Donc vous voyez bien que la phase dans laquelle on est, c'est qu'il va falloir écrire nos connaissances. Dans certains cas, il va falloir les travailler pour qu'elles deviennent univoques ou quand ça ne va pas être univoque, là, on va faire appel à l'humain, parce que je ne vous présente pas un monde dans lequel il n'y aura pas d'humain. Au contraire, il y aura même de l'humain, mais d'un humain qui sera augmenté, qui devra traiter des tâches hyper compliquées. Hein, quasiment, c'est comme si on demandait à un avocat de faire quasiment que de la jurisprudence, parce que les cas normaux seront traités de façon, en guillemets, automatique, on les testera, on les verra. Par contre, faire de la jurisprudence en permanence, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que j'irais de faire. Sachez que en cyber, nos SOC, hein, vous allez devoir faire de la jurisprudence donc informationnelle, parce que le truc basique, s'il n'est pas automatisé, on est cuit. Donc voilà. Et le truc qui va rester, c'est la partie hyper experte qu'il faut corréler, ou sur lequel il va falloir d'ailleurs améliorer nos connaissances, parce qu'en fait là aussi, hein, je pense qu'un des enjeux de ce modèle-là, hein, c'est qu'en permanence, on va apprendre de ce qui ne marche pas dans nos connaissances. Il va falloir qu'on les améliore, qu'on les versionne. Hein. Donc aujourd'hui, on n'a jamais mis en configuration la connaissance. L'enjeu qui est devant nous, hein, c'est vraiment qu'on mette la connaissance de nos entreprises dans un GitLab. Je caricature un peu, donc globalement, mais il va falloir qu'on versionne tout ça et donc qu'on le rende, je dirais, pour une partie de nos processus, je dirais, industriels. Moi, je dis attention, toute la connaissance ne peut pas être encodée dans du code. C'est pas ce que j'ai dit non plus. J'ai dit qu'il y aura beaucoup d'humains, mais l'humain over en supervision de connaissances qui, au plus on les aura automatisées, au plus ça marchera. Oui, ce qui est parfaitement juste. Alors, ne supprimez pas vos emplois d'analyste SOC parce que l'IA va atterrir dans votre SOC. Bien au contraire. Voilà, bien au contraire. Il y a dans la newsletter de Café IA, à laquelle je n'ai pas d'action dedans, mais c'est une initiative publique portée par la ministre du Numérique et de l'IA. Je vous recommande de vous abonner. Dans la newsletter de Café IA de vendredi dernier, il y a tout un pamphlet sur l'intensification du travail humain à l'ère de l'IA, puisque il montre que ça va être plus difficile intellectuellement pour l'humain de superviser ce que fait l'IA. En évoquant cette notion, on va devenir acteur de la jurisprudence et pas juste faire des actions. Pour cette supervision, il faut de l'expérience. Et moi, je fais la distinction aujourd'hui entre l'expertise qu'on peut encoder dans un agent IA, et là, je suis d'accord, la connaissance d'entreprise en tant qu'expertise peut être encodée et elle peut être promptée, et ça marche super bien quand on le met dans un cadre collectif. Par contre, l'expérience, elle se vit, elle se prompte pas. Et le vrai enjeu pour les entreprises en termes de patrimoine de connaissances cognitifs, au-delà de l'information, donc le cognitif, c'est demain comment je garantis que j'aurai toujours des seniors si je remplace mes juniors par des IA. La fameuse transmission intergénérationnelle, en effet, que ça ne soit pas que l'IA qui fasse des apprenants avec tous les risques. Eh ben justement, pour terminer, en fait, donc si une entreprise élègue son savoir en fait, à l'IA, est-ce qu'elle a encore une organisation apprenante avec le risque de simplification par certains groupes, justement de prendre que des juniors et de faire partir un peu plus vite d'autres personnes, ou simplement consommatrice justement d'intelligence. Et puis dans 5 ans, qu'est-ce qui aura le plus de valeur? Ce que l'entreprise sait, ou sa capacité à interroger intelligemment l'IA. Donc pour avoir votre position pour le mot de la fin. Je me lance. Moi, j'ai envie de croire, comme vous, que l'être humain ne va pas être remplacé si vite par la machine. Je pense que aujourd'hui, les salariés ne doivent pas être recrutés, enfin les salariés de demain, uniquement parce qu'ils auront une belle capacité à pouvoir utiliser des outils d'IA, mais aussi parce qu'ils ont gardé cette créativité, ce savoir-faire qui fait la richesse d'une entreprise. Et donc moi, je ne pense pas que le savoir-faire va disparaître. Et donc il faut continuer à le protéger, l'encadrer. Je sais qu'en France, on aime bien légiférer, on aime bien contrôler, on aime bien sanctionner. Moi, j'ai vu, lorsque le RGPD est entré en vigueur en 2018, que beaucoup d'entreprises, beaucoup de mes clients ne prenaient pas vraiment au sérieux cette réglementation. Ils le payent parfois pour certains assez cher parce que le contrôleur sévit et sanctionne lourdement. Et
Connaissant un petit peu notre pays, je pense qu'il va en être exactement de même avec le RIA. Donc je pense qu'il faut prendre le train en marche tout de suite, c'est-à-dire on parlait de gouvernance, on parlait de sensibilisation des personnes, des salariés sur l'utilisation qu'ils doivent faire des outils. Donc pour moi, les sociétés qui vont réussir à émerger, ce sont celles qui auront pris la mesure du fait que l'IA est indispensable, mais ça doit être utilisé dans un cadre précis pour conserver justement cette valeur, ce savoir-faire de l'entreprise. Marine? Je pense que l'intelligence artificielle, elle est en train de reposer complètement les fondations de nos valeurs, de nos positionnements culturels. Ça va très très loin. Hein. Enfin, j'ai eu dans les entreprises qu'on a pu accompagner, j'ai eu une métropole où quand on a travaillé la politique IA interne justement pour déterminer quels étaient les cas d'usage autorisés ou non, avec des collaborateurs qui sont en train de dire, moi en fait, je veux superviser tout ce que fait l'IA, je veux intervenir, je veux effectivement du human in the loop, voire du human over the loop, enfin peu importe. En tout cas, je veux qu'il y ait un humain qui soit vraiment intégré dans le système et qui puisse évidemment bypasser le système. Et à l'inverse, il y a eu une collaboratrice, on était vraiment en atelier, qui a eu l'exacte position inverse. En mode, en réalité, moi, je ne fais pas de l'intelligence artificielle pour perdre du temps à mettre un humain derrière. Donc, en fait, si je remplace et que j'automatise mon processus, c'est nécessairement pour qu'il n'y ait pas d'humain. Et donc, l'objectif était je veux remplacer l'humain. Donc, ça pose des questions fondamentales, pas juste en termes d'éthique. Hein. Bien sûr qu'il y a la question éthique de est-ce que quand je fais du KYC ou quand je travaille sur de la lutte contre la fraude, je peux automatiser un système qui prenait, je ne sais pas, 150 collaborateurs. Je peux totalement l'automatiser et j'arrive avec 4 collaborateurs pour gérer tout ça. Il y a un sujet éthique de est-ce que je les licencie, est-ce que j'en fais autre chose. Vous avez des entreprises comme L'Oréal, par exemple, qui ont un service DRH avec 14 personnes dont le seul travail est d'identifier quels sont les métiers qui vont être remplacés par l'IA et trouver des nouveaux postes de reclassement et de repositionnement. Mais en fait, la vraie question que ça pose, c'est en termes de cas d'usage, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, à déléguer, à ne pas déléguer. Et ça, en fait, ça renvoie presque à des valeurs fondamentales. Moi, pour avoir été entrepreneur, j'ai des convictions et j'ai bien vu, enfin, je vous avais mentionné un cas quand on a préparé cette table ronde que je trouve assez symptomatique, qui est une éditrice d'une plateforme en Australie qui avait décidé effectivement de fournir aux femmes un dispositif d'alerte de harcèlement. La plateforme, on peut imaginer ça comme un biais ou non, en tout cas a détecté qu'une des femmes n'était pas une femme, était un homme qui avait fait une transition de genre. Elle estime que ça n'est pas une discrimination. Le juge a considéré que c'était une discrimination. Mais elle, intrinsèquement, enfin, je veux dire en tant qu'entrepreneur, avec ses valeurs et sa culture telle qu'elle est aujourd'hui. Dans l'AI Act, vous en avez parlé très rapidement. On a effectivement une IA responsable avec des valeurs éthiques. En fait, tout ce corpus-là, il n'est pas que réglementaire, il est aussi culturel. Qu'est-ce qu'on accepte de faire en Chine? On accepte de faire de la notation, on n'accepte pas aujourd'hui en France. Ce qui est considéré comme haut risque à un instant T, il n'est pas forcément à l'instant T plus 1. Si vous parliez du RGPD, le RGPD, à l'époque, en fait, je vous rappelle que 1978, c'est la catastrophe parce qu'on a un numéro de sécurité sociale qui peut identifier tous les individus. Aujourd'hui, ça choque plus personne. Enfin, je veux dire, il y a ce qui aujourd'hui nous pose question en termes de patrimoine informationnel, de protection, ou même de ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle et donc ce qu'on accepte comme Shadow AI ou pas, avec des entreprises qui peuvent tout bloquer, ou au contraire qui peuvent être très permissives, avec du coup des vitesses différentes d'accélération et d'innovation, en fait, ça pose la question de ce que nous, on veut faire pour notre société. C'est très culturel. À mon sens, c'est presque philosophique, quoi. Raphaël? Ouais, mais je trouve que en France, effectivement, aborder le sujet par les métiers qui vont être remplacés, c'est extrêmement anxiogène et c'est pas le bon angle d'approche. Je préfère parler de métiers qui vont être transformés. Et pour conclure, je citerai une loi connue par ceux qui ont accompagné les transformations, les révolutions numériques, c'est la loi d'Amara, qui dit que nous avons tendance toujours à surestimer l'effet de court terme des technologies et à sous-estimer l'effet de long terme. Et j'appelle les administrateurs des entreprises et les dirigeants vraiment à s'intéresser à l'aptitude de leur entreprise, à renouveler le patrimoine informationnel, à renouveler la connaissance, celle qu'on peut encoder dans GitHub et aussi celle qui se transmet par l'expérience, à s'intéresser à l'aptitude de l'entreprise à renouveler ce savoir à long terme pour garder leur capital productif dans l'humain et pas tout confier à des éditeurs de modèles.
économiser sur les juniors d'aujourd'hui, je disais tout à l'heure, c'est sacrifier les seniors de demain. Et le deuxième, dernier sujet de conclusion sur l'IA, c'est un peu une répétition, mais je disais la cyber à l'IA. À l'heure de l'IA, c'est contrôler les identités utilisées, le respect des périmètres autorisés au système et la validité du contexte, c'est-à-dire l'alignement. Voilà, c'est vraiment les trois items que je voudrais que vous reteniez en conclusion à mon niveau. Lionel, le mot de la fin? Juste vous dire qu'on est dans une révolution donc autour de l'IA. Cette révolution, elle va toucher la valeur, les business models de nos organisations, de nos entreprises. Elle touche sans doute aussi aux valeurs humaines de nos organisations, nos entreprises, parce que elles vont en faire évoluer nos modèles opérationnels. Mais c'est des choses qui sont déjà passées dans toutes les révolutions industrielles avant. Il fallait 100 mineurs pour sortir donc une tonne de charbon. On est un peu dans le nord, donc voilà, et les pelleteuses sont arrivées. Donc voilà. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que sur la partie propriété intellectuelle, capital informationnel des entreprises, je pense qu'on est face à une période où ça aura encore plus de valeur et il faut encore plus les protéger, et je suis persuadé que les métiers de la cyber au sens cyber informationnel global de protection de nos organisations ont un très grand avenir, et cet avenir-là passe par de l'humain, même s'il y aura beaucoup d'automatisation, qu'on fera sans doute plus, et en fait un humain qui sera augmenté, parce que le sujet c'est ça, par une plus grande autonomie. Ça touche aussi un modèle sur lequel on va décentraliser. Le Shadow AI n'est que pour moi la partie émergée d'un iceberg sur lequel nos utilisateurs, nos métiers, nos experts, il faut qu'ils soient de plus en plus autonomes. Donc là, il faut leur donner de plus en plus de liberté. Mais la liberté, ça se met dans un cadre très contraint pour assurer, gérer la sociologie de nos organisations. Merci à tous les quatre. Écoutez, on peut passer aux questions si vous souhaitez. On a encore un peu de temps. Donc avec plaisir, n'hésitez pas. Alors, soit il y a le micro, soit vous parlez plus fort. C'est une bonne nouvelle qu'on ait des IA déterministes qui vont pouvoir contrôler des IA non déterministes. En effet, oui, tout à fait. Il y avait déjà ces sujets-là en cyber où il y a une bonne partie de la population qui était aidée de plus jeune âge, alors qu'en fait, on a voulu en faire quelque chose de tellement spécifique et siloté d'expertise qu'on a laissé sur le carreau et sur le bord du chemin pas mal de monde. L'IA, c'est différent, mais en effet, il va falloir les accompagner. Mais les profs d'aujourd'hui ne sont pas forcément au niveau. Mais Lionel, ou tu veux peut-être? Moi, je vais pas trop parler de l'enseignement parce que je suis pas compétent sur le sujet, mais je pense qu'il y a quand même, la question est très bonne. Donc là, pour les entreprises, nous l'enjeu, nous on veut continuer de recruter des jeunes, mais des jeunes qui soient, je dirais, performants assez vite, donc globalement. Et donc l'enjeu qu'on a dans les entreprises, c'est comment faire en sorte que, parce que demain on aura quand même plutôt besoin d'expertise, d'esprit critique très affûté, qui trouve là où l'IA s'est planté dans une IA qui fonctionne à 85 ou 90%, je dirais, qui fait du bon résultat. Trouver les 10% qui sont out, c'est compliqué. Et pour faire ça, en fait, nous on croit beaucoup
que un des jobs de nos équipiers experts, la connaissance doit être formalisée pour faire des IA qui vont apprendre à nos juniors à devenir plus rapidement que par l'expérience, hein, parce que le sujet c'est que l'expérience, ok, mais si demain on peut plus l'opérer, ça va être compliqué, hein, donc là, et l'idée c'est comment, je sais pas, de devenir un avocat senior de jurisprudence sans avoir pratiqué, d'être devenu juriste, avocat junior, etc. C'est comment passer ces éléments-là. Et moi je crois beaucoup que demain on aura un professeur particulier dans notre téléphone, dans lequel on lui dira, je ne l'ai pas encore vu, je le cherche, hein, donc j'espère, hein, donc là, mais qui dira voilà les connaissances ou l'expertise ou l'expérience que je veux même acquérir. Et en fonction, vous aimez les quiz, il y en a qui aiment les vidéos, il y en a, etc. J'espère que l'IA va nous aider à traiter ce sujet-là. Par contre, le seul champ dessus certain, parce que ça n'existe pas encore, hein, donc il y a des choses qui commencent à apparaître dans les projets, je dirais, de recherche, je pense que ça va arriver, en tout cas c'est indispensable à mon avis. Donc là, par contre ce qui est aussi indispensable et que nous on peut déjà préparer, c'est de structurer ces connaissances-là pour que quand ces outils-là arriveront, donc on ait en guillemets la capacité de faire en sorte qu'on puisse transmettre. Si on n'arrive pas à transmettre le savoir et la connaissance des entreprises à nos nouveaux arrivants, on a un big problème. C'est un super point. Je pense effectivement que ces assistants, coachs, comment les appeler, accompagnants des élèves, ils vont arriver. C'est présent dans le livre. Je vous invite à lire cet auteur, Kai Fu Lee, qui est un Chinois aux États-Unis maintenant. Dans le livre s'appelle IA 2042 et c'est une succession d'une dizaine de nouvelles. Une de ces nouvelles montre effectivement une école moderne où les élèves ou les jeunes ont tous un assistant IA, un coach de vie en fait IA, mais encore faut-il effectivement correctement l'encoder. Il y a une approche de la technologie dans ce livre qui est extrêmement positiviste, peut-être un peu utopiste, mais ça mérite d'être lu pour contrebalancer une approche de l'éducation nationale qui est au contraire extrêmement réfractaire à l'introduction de nouvelles technologies dans l'enseignement. Alors, bon, l'éducation nationale, on travaille aussi ensemble et avec l'Institut du cerveau, justement pour en prospective et ce genre de choses, mais surtout pour que les jeunes puissent avoir leur esprit critique et être en capacité de faire une sélection, d'aller dans les recherches. Pour l'instant, on doit vérifier l'information par des expertises, ça fait gagner du temps, mais il faut contrôler si l'information est juste, comment elle est, ou autre, avoir tout ce recul, et certains jeunes ne l'ont pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire autre chose, et qu'aujourd'hui, la trajectoire vers laquelle on est, on ne la connaît pas forcément, surtout pas les conseillers d'orientation, ni forcément certains anciens représentants de l'éducation nationale, mais en tout cas, il y a une trajectoire, et je pense que ça va être une vraie opportunité pour les profils atypiques qui sont restés sur le carreau sur pas mal de choses. En tout cas, on pousse cette solution-là dans les différentes organisations que je représente. Peut-être pour apporter un autre éclairage, nous on accompagne des entreprises qui sont en fait des écoles de commerce très bien connues, qui se posent aujourd'hui la question de comment continuer à faire grandir leurs étudiants et en fait quel est le système d'éducation qu'on peut leur fournir demain. Donc il y a une vraie remise en question sur ce sujet-là, mais en fait elle appelle une question qui est à mon sens beaucoup plus large. On définit beaucoup l'intelligence artificielle, mais en fait elle se définit en miroir de l'intelligence humaine. Si on se réfère à ce qui se passait dans les années moins 1000 et à l'époque gréco-romaine, par exemple, l'intelligence artificielle, c'était la capacité à restituer de mémoire des textes extrêmement longs. On a été capable de réciter des livres entiers. Ensuite, ça a été le calcul, les mathématiques. Donc plutôt les profils scientifiques. Et aujourd'hui, ce qu'on caractérise comme étant de l'intelligence humaine, c'est la capacité de raisonnement. Or, vous avez aujourd'hui des modèles qui sont capables de mieux raisonner qu'un humain, donc ce qui veut dire que l'intelligence humaine va forcément bouger. Alors, est-ce que ce sera de l'intelligence émotionnelle? Est-ce que ce sera de la créativité? Est-ce que ce sera de la capacité à mettre en forme plusieurs informations? Je ne sais pas le dire, moi, j'ai absolument pas d'avis d'ailleurs sur le sujet. La seule chose que je peux dire, c'est que forcément, ça pose la question plus globale de demain, pas juste comment on les fait rentrer sur le marché du travail, mais en fait comment on grandit et qu'est-ce que devient l'intelligence humaine et ce qu'on reconnaîtra, que ce soit par le salaire, par le travail ou voilà. Grégory, tu voulais ajouter avant? Et puis je crois qu'il y avait une autre question après. Oui, rapidement, nous-mêmes au sein de notre cabinet, on utilise des outils d'IA pour faciliter nos recherches. Mais ce qu'on dit aux avocats qui composent notre cabinet, c'est que ça doit être un outil d'aide
à la réflexion, à la formalisation, mais pas un outil de substitution. Parce que, alors peut-être qu'on arrivera bientôt à une IA qui ne commettra aucune erreur, mais aujourd'hui, on n'est pas encore remplacé parce que l'IA en commet est le seul moyen de pouvoir conseiller nos clients de manière la plus juste et la plus rigoureuse possible, c'est par la réflexion, par la connaissance, et on ne peut pas simplement utiliser les outils d'IA en disant ça va aller plus vite, et on lui fait confiance. En tout cas, nous, en tant qu'avocats, notre responsabilité serait engagée, c'est bien normal. Et d'ailleurs, l'ordre des avocats sanctionne déjà des avocats qui utilisent l'IA de manière un peu automatique sans mener ce travail de recherche et de réflexion au préalable. Juste pour vous dire, hein, donc, les agents qu'on a demain sont des agents qui s'appuieront sur des modèles, donc, qui auront été entraînés donc, avec des scopes. Et demain, on aura des scopes d'entraînement qui seront de plus en plus spécialisés, à mon sens, sur un certain nombre de choses. C'est des agents qui auront de la mémoire. Il faut savoir que demain, ils vont pouvoir trouver de plus en plus d'informations dans la mémoire de ce qu'ils auront traité ou pas traité et ou qu'on leur aura donné. Demain, ils auront ce qu'on appelle des capacités, c'est-à-dire ils seront capables d'interroger, et c'est donc un certain nombre ça s'appelle des connecteurs MCP pour ceux qui veulent la technologie, mais en fait on pourra avoir plein d'algorithmes, de systèmes donc, sur lesquels ils vont pouvoir aller chercher cette information-là après avoir fait un certain nombre de raisonnements. Donc là. Et il y aura au-dessus de tout ça, d'après moi, trois natures de connaissances. Il y aura des connaissances, je dirais, que moi je qualifierais open source des organisations. Je vous donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'agents qui ont des connaissances qu'on appelle de persona. Il y a l'agent qui est développeur, il y a l'agent qui est testeur, il y a etc. Donc il a un certain nombre de connaissances qui lui ont été, je dirais, inculquées ou positionnées. Hein. Concrètement, si vous regardez Claude, hein, dans Code, vous avez des fichiers Markdown qui sont en fait des skills, qu'ils appellent des skills. Ces skills-là seront sans doute complétés de skills d'entreprise. Dans votre entreprise, voilà ce qu'on fait pas, comment on code chez nous, c'est quoi du beau code, c'est quoi la qualité de code, etc. Et je suis persuadé moi aussi qu'il y aura la skill du manager de l'IA. C'est-à-dire que je crois beaucoup donc à la personnalisation humaine du travail, hein, parce que qu'est-ce qui fera la différence à la fin? C'est toujours l'humain, donc vraiment. Et pour être clair, toutes ces connaissances-là, c'est des connaissances du passé. Moi, je suis persuadé qu'on ne construira pas l'avenir, et donc chez BPI là en France, nous on est là pour servir l'avenir avec les connaissances du passé. Par contre, on pourra s'appuyer dessus, comme on s'est appuyé sur l'histoire, comme on s'est appuyé sur ces éléments-là, pour construire cet avenir-là. Mais l'avenir, c'est l'humain qui le créera, et ce sera les skills de nos équipiers qui augmenteront ces éléments-là, sauf que vous aurez un corpus, un peu comme quand vous arrivez avec votre corpus de formation, ben là vous aurez votre corpus de connaissances. Et pour info, ces corpus de connaissances, qu'il faut juste comprendre, c'est qu'ils vont bouger de façon continue. La connaissance de qu'est-ce que c'est qu'un bon développeur, ça va bouger tous les jours. Qu'est-ce que c'est la connaissance dans l'entreprise, ça va bouger tous les jours. Et l'humain, tout ce qu'il va apporter, ça va bouger tous les jours. Donc c'est pour ça que j'appelle ça de la gestion de configuration, parce qu'effectivement, il faut vraiment mettre à jour en permanence. Et c'est ce qu'on appelle du lean management dans nos organisations. Hein. Aujourd'hui, le lean management dans les organisations, c'était de l'amélioration continue. Le lean management a un super avenir dans ce monde-là. J'adore la notion d'open source pour les skills, parce que les skills, donc c'est en gros ce qui encode la personnalité des agents, c'est aussi une surface d'attaque en cyber. Parfois c'est difficile à trouver, mais il y a des vulnérabilités dans ces skills. Ils représentent de manière toujours imparfaite un véritable humain, et les attaquants sont friands d'exploiter les vulnérabilités de ces skills. Et plus ils seront en open source, et plus ils seront testables, auditables, et donc on pourra détecter les vulnérabilités de ces skills. Merci à tous les quatre, merci pour les questions de la salle. Merci à tous.